Tu te dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais je Vraiment. me rappelle, ça n'a rien à voir, mais moi, je me suis regardé Marsupilami. Vraiment, je me souviens. Je ne sais pas pourquoi, Ah c'est j'adore! Je pense que Marsupilami. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de préparation mentale Big Brain. Je suis Aline, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et ici, j'interviewe des athlètes, des entraîneurs, des sportifs qui ont un parcours de vie inspirant. Vous allez découvrir comment ils ont vécu leurs échecs, leurs réussites, leurs surprises, leurs sensations. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Eh bien, Stéphanie, je suis très contente de te retrouver, que tu sois là. Franchement, j'avais très envie de faire ce podcast avec toi. Surtout qu'on n'a pas eu mille occasions de discuter, malgré que, voilà, on se suit un peu sur Instagram, que je connais quand même brièvement ton parcours. Je vois un peu tout ouais, ce que tu as fait cette année. Et c'est vrai que, après, voilà, la compétition, tu as lancé tes cours de posing. Là, en ouais, plus, tu fais du coaching depuis un moment, donc je me suis dit, tiens, c'est une belle occasion de parler de tout ça, toute ton année, toute ta première saison de compétition, et de voir un peu comment tu as vécu tout ça. ouais, Aussi, j'ai été ravie que tu prennes une de mes formations sur l'apparence physique, et ça va être très intéressant d'en parler de la relation bodybuilding-apparence physique. On peut justement voir ça ensemble. bien sûr. Donc voilà, mais je Yes. te laisse te présenter à tout le monde. Il n'y a personne, mais il y aura OK. peut-être des gens. OK, ça marche. Donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 30 ans. Je suis coach sportif depuis 6 ans et ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte. Et j'ai commencé donc la compétition bodybuilding en septembre 2019. Donc bon, avec le Covid et tout, ça a été un peu compliqué. Donc Hmm. j'ai vraiment fait ma première compétition pardon, en 2021. Donc ça a été un peu long, mais on a fini par y arriver. Mhm. Donc voilà, je passe ma vie à faire du sport en salle, accompagner mes élèves, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cette compétition? Alors, c'était un peu par hasard. Sur les réseaux, en fait, je suivais une athlète bodybuilding. Je suis tombée sur son compte par hasard et j'ai été vraiment impressionnée de l'évolution physique, du travail derrière, la diète, le mental surtout qu'il fallait pour mener à terme une compétition. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur la discipline. Je la connaissais de loin, un peu comme tout le monde. Hmm. Voilà, je sais que c'est qui est pas très très bien vu, mais voilà, j'aimais vraiment ce côté où tu te challenges, où tu sors de ta zone de confort, etc. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas se lancer. Donc, j'ai trouvé mon préparateur par le biais d'un collègue et on a commencé la préparation ensemble. D'accord. Quand tu as commencé, tu avais quels objectifs, quelles attentes par rapport à ça? Alors, c'était un peu le flou. On avait une compétition en tête. Moi, je suis avec la Fédération naturelle de bodybuilding. Donc, on connaissait la fédération dans laquelle j'allais concourir. Mais au niveau comment dire, de la catégorie, voilà, on savait pas trop. J'ai toujours fait du sport, donc j'avais quand même une condition. Mais voilà, il fallait qu'on commence la préparation pour voir comment mon corps allait évoluer. Et très vite, on s'est rendu compte que ben, la catégorie visée, qui était à la base bikini, bon, on l'a vite oubliée parce que j'ai pris quand même pas mal Mais t'es quand en même masse bien buff musculaire. pour une bikini, donc Ouais, ouais, tu fais j'étais de un la peu trop muscu, hein. massive. Tu t'entraînes vraiment. Exactement. Ouais. Pas d'attaque contre les bikinis, attention. Donc, on a décidé de partir sur la catégorie au-dessus, qui est le sport modèle. Mhm. Et la même chose, au fur et à mesure de la préparation, bah, on voyait que j'étais encore un peu trop massive pour cette catégorie. Donc, on est parti sur la catégorie encore au-dessus, la catégorie Mhm. figure. Et donc là, c'est vraiment la catégorie pardon, qui correspondait au mieux à mon physique. Ok. Comment tu as vécu le fait de changer de catégorie comme ça? Est-ce que tu avais une idée en tête à la base ou justement, vu que tu connaissais un peu moins, tu t'es dit, allez, laissons-nous aller. Ben, alors au tout début, c'est vrai que j'avais quelques craintes parce que pour moi, la catégorie figure, c'était une catégorie où les nanas étaient vraiment un peu trop musclées Hmm. pour moi. Je me voyais pas atteindre ce niveau-là. Je me disais, enfin, je me sentais pas vraiment prête. Et en fait, au fur et à mesure de la compétition qui approchait, ben, dans ma tête, en fait, je me suis mis
j'ai réalisé que je pouvais atteindre cet objectif-là. J'avais plus peur que ce soit trop. Je commençais vraiment à me sentir à l'aise dans cette catégorie-là. Donc, c'est vrai qu'au début, je visais vraiment le bikini, mais bon, j'ai dû me faire une raison. Donc voilà. Est-ce que tu n'as pas voulu aller en bikini, mais dans une autre compétition où justement le niveau bikini est un peu meilleur? Alors, j'y ai pensé, mais c'est vrai que mon préparateur prépare spécialement des athlètes pour cette fédération-là. Hmm. C'est laquelle Voilà, vu que je exactement? connaissais Comme pas ça, trop, bon, peut-être c'est que ça peut intéresser. l'AFBBN. Ok. L'AFBBN. Donc, vu qu'il est uniquement sur cette fédération-là, bon, bah, je lui ai fait confiance et je l'ai suivi sur ça, quoi. Et depuis, je suis toujours dans la même fédé. Et du coup, quel résultat tu as obtenu? Est-ce que, avant ça, est-ce que tu as eu des espérances, des attentes par rapport à ce résultat? Et qu'est-ce que tu as obtenu après? Alors, bah, évidemment, je voulais remporter un podium. Dès le début, quand je me suis lancée, je me suis dit, dans ma tête, si je me lance là-dedans, je veux y aller pour faire au moins un podium. Donc, j'avais vraiment ça Hmm. en tête, cet objectif. Et donc, on a bossé pour. Et puis, on a fait notre première compétition donc en 2021 en Italie. L'événement, c'était la Coupe du Monde de bodybuilding naturel. Et là, bah, j'ai remporté la première place donc sur deux catégories enfin, différentes. Donc Mhm. en novice, donc catégorie novice parce que j'étais débutante, et la catégorie open où là, je me suis confrontée à d'autres athlètes hyper fortes et tout. Et du coup, j'ai remporté là les premières places. Et une carte pro ce qui est assez incroyable pour la première compétition, Et quoi. oui, bravo encore, franchement, Ouais. quand tu le dis comme ça. Et du coup, au niveau de ta préparation, comment tu as vécu les choses? Quelles étapes il y a eu dans ta préparation? Alors, ça a été assez compliqué parce que j'ai des soucis de dos. Je me Mhm. blesse assez régulièrement. Donc, il a fallu adapter toute la préparation autour de ça. Donc, au niveau des programmations sportives, il a fallu vraiment adapter les exercices. Donc, la préparation, elle a été comme ça, un peu en dents de scie. La motivation, elle est restée quand même toujours la même. Bon, j'ai eu quelques downs et tout, mais ça s'est quand même bien passé. Après, le début d'une préparation, bon, ça reste assez simple parce qu'au début, au niveau de l'alimentation, tu es soit en diète de maintien ou en prise de masse. Donc, bon, tu manges à ta faim. Tu n'as pas faim des fois, mais voilà. Tu peux manger, tu manges. Et vers la fin de la préparation, c'est là que ça commence à être dur et que le mental rentre vraiment en compte parce que bah, tu commences la sèche. Nous, on l'a commencé en plus 5 mois avant, je crois. Donc, c'était une sèche progressive, mais elle a duré quand même dans le temps. Et c'est vrai que ces mois-là, c'est quand même les plus compliqués mentalement. C'est On va vraiment ça parler qui a été. de ces deux aspects-là. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs moments dans ta préparation, ceux où tu as ressenti le plus d'émotions agréables? Alors, pendant la préparation, bah, c'est justement quand j'ai commencé à sécher, quand j'ai commencé à voir tout le travail qu'on avait fait en amont. Euh, Quand j'ai commencé à vraiment avoir les muscles se dessiner, je me disais, voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Je me rapproche de plus en plus de mon objectif, des critères physiques, Hmm. etc. Et donc, c'est pas un moment précis, mais c'est vraiment une période où j'ai pris conscience de mon évolution parce que ben, on se voit tous les jours, donc on se rend pas forcément compte de l'évolution. Et quand tu regardes des photos, d'anciennes photos ou quoi, c'est là que tu peux vraiment faire le point et tu te dis waouh, que j'ai quand même fait tout ce parcours et c'est super valorisant. Est-ce qu'il y C'est, a eu un moment, du coup, dans cette prise de conscience, où, je sais pas, c'était à la fin d'un entraînement, quand tu as vu une photo, est-ce qu'il y a eu un moment plus précis où tu t'es dit, là, je prends conscience de ce qui a été fait et du travail, comme tu dis? enfin, je me rappelle d'un moment précis où justement j'étais pas au top. Je venais de me blesser, donc j'avais dû arrêter les entraînements pendant quelques jours. Je tenais toujours ma diète, etc. Mais du coup, j'avais le moral dans les chaussettes. Et, euh, et j'étais chez moi et je me suis dit, bon, je me suis regardée dans le miroir et j'ai essayé d'être objective au maximum. Et en fait, c'est vraiment en voyant mon physique que je me suis dit, allez.
on repart. Et, bon, la blessure est là, on va adapter, on va faire avec, mais le physique se construit, ça commence vraiment à se voir. Puis tu as aussi le message de soutien un peu de partout qui voit ton physique et qui te félicite, etc. Donc, ouais, c'est vraiment ce moment-là où j'ai eu un rebond d'énergie et le moral est revenu, quoi. Donc, ton meilleur moment, ça partait justement d'un moment qui descendait au niveau de la motivation. Et au final, qu'est-ce que tu as fait pour te remettre un peu sur pied? Tu dis que tu as utilisé un peu de discours interne, tu t'es valorisé, enfin, tu t'es dit j'aime bien et tout, c'est sympa, les muscles. Et puis aussi les encouragements des autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, bah, le discours interne, bien sûr. Alors ça, je savais pas vraiment que c'était de la préparation mentale, mais j'ai toujours eu ce discours. J'ai toujours réussi à visualiser aussi beaucoup la visualisation. Euh, c'est vraiment ce qui m'a aidé à aller jusqu'au bout, à visualiser le jour J sur Mhm. scène. Euh, et me dire aussi tout simplement que bon, bah, il y avait un passage un peu compliqué, que dans l'immédiat, j'avais pas le pouvoir dessus. Donc, j'ai juste appris à lâcher prise, à me dire, bon, bah, ça va passer et il y aura des jours meilleurs. Donc, voilà, j'arrive un peu à canaliser comme ça en me Enlever les disant, chakras, tout va tout. exactement, tout va bien aller. Donc voilà, et ça m'aide beaucoup. Quand tu parles de lâcher prise, est-ce que tu as fait des choses en particulier pour t'aider à lâcher prise davantage? Euh, alors, je fais pas mal de travail de respiration. Alors, j'ai découvert ça vraiment au premier confinement. Euh, voilà, avant de dormir le soir, j'avais pas mal d'insomnie et je regardais des vidéos YouTube, etc. Et j'ai appris un peu la respiration, la méditation, l'hypnose aussi. Voilà, j'ai testé pas mal de trucs pour m'aider à vraiment à calmer les angoisses, à anticiper un peu les peurs que je pouvais avoir, etc. Donc ouais, c'est vraiment par la respiration. Il y a eu quoi d'autre aussi? La musique, ça m'aide beaucoup. Oui. Euh, la musique, ça m'aide énormément. J'en écoute beaucoup et c'est vrai que ça arrive aussi à me calmer, à me canaliser. Et tu parles de peur, du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelles étaient tes angoisses? C'était la scène, c'était la fin de la préparation? Qu'est-ce qui te Alors, préoccupait? c'était surtout bah, de pas atteindre mon objectif, en fait. Je savais qu'on avait fait le travail nécessaire, je savais que j'étais prête, mais après, il y a toujours des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et on se dit, bon, ben, le jour J, sur scène, il y aura sans doute des athlètes meilleurs que moi, il y aura des athlètes confirmés. Enfin, c'était un peu l'inconnu pour moi. Donc, voilà, il y avait cette dimension-là un peu floue et Hmm. j'avais peur de pas atteindre mes objectifs. Et comme je disais tout à l'heure, je recevais pas mal de messages d'encouragement et j'avais un peu peur aussi de décevoir les personnes qui me soutenaient si fort. Donc, j'avais un peu cette pression de pas y arriver, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est assez basé sur les réflexions des autres, on va dire, enfin, l'avis des autres, on va dire, la comparaison aux autres, sur Ouais, les éléments incontrôlables de ta performance. Donc, les autres athlètes, bah, on ne peut pas savoir comment elles vont se préparer. Tu peux pas savoir ce qui exactement. peut se passer dans la préparation. Et puis, l'encouragement des autres, c'est vrai que je vois que ça te met en joie quand on a des encouragements sur les réseaux sociaux. Et puis, d'ailleurs, on va en parler aussi de ça, c'est important. Et de savoir que tu peux les décevoir, ça pouvait te mettre dans des émotions désagréables. Ouais, Et exactement. du coup, à l'opposé, donc on parlait du meilleur moment, et tu nous as parlé aussi de ton moment un petit peu down. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, et comment tu les as vécus, ceux-là? Alors, des moments down, il y en a eu quelques-uns, mais pareil, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'arrivais vite à me remettre sur pied. Puis j'ai aussi mon coach qui est très, très, très présent. Et ça, franchement, c'est une aide indispensable quand justement ça va pas trop. Un petit message et direct, enfin, il me rebooste. Donc ça m'a beaucoup aidé cette aide-là. Et après, le meilleur moment, c'était lors de ma deuxième compétition. Mhm. Donc, toujours en 2021, là, c'était les championnats d'Europe en Slovaquie. Non, à Karlovy Vary, pardon, à côté de Prague. Et en fait, bon, bah, sur cette compétition, là, j'ai aussi remporté sur 3 catégories différentes la première place. Et en fait, ça a été bon, bah, déjà incroyable parce que
par le résultat, mais parce que ça confirmait un peu euh, la compétition qu'il y avait eu avant. En fait, je me sentais cette fois-ci vraiment légitime d'avoir gagné. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ça veut dire Sur la première, qu'avant, tu te sentais pas légitime sur la première compétition? ben, j'étais heureuse, etc. Mais je me disais, c'est ma première compétition. J'ai eu la carte pro. Bon, c'était trop bien, hein. Mais d'un côté, je me disais, enfin, je vois des athlètes qui mettent beaucoup, enfin, des années à l'obtenir et tout. Je me suis dit, est-ce que c'était pas, entre gros guillemets, la chance du débutant, tu vois? Et, euh, et quand j'ai eu cette deuxième victoire-là, je me suis vraiment dit, je suis légitime. Et voilà, mon travail, le travail paye, quoi. Et c'était quoi pour toi, avant la première compétition, c'était quoi pour toi une athlète qui gagne? C'était quoi pour toi l'idéal de la championne du monde de tout? Euh, c'est une athlète bon, ça c'est dans tous les sports, hein. Une personne qui se dépasse, euh, qui prend en compte tous les éléments extérieurs, mais qui pour autant reste vraiment dans sa ligne. Euh, Comment dire? Un peu compliqué à expliquer. Ouais, c'est quelqu'un qui reste droit, qui reste déterminé, qui a vraiment une routine carrée, impeccable et qui prend en compte aussi les critiques extérieures, les conseils, enfin voilà, l'humilité, etc., la remise en question. Enfin voilà, pour moi, c'est ça Et par rapport à la une... légitimité dont tu parles, en quoi tu considérais que tu répondais pas à cette attente, enfin cette croyance, pardon, d'athlète, de bonne athlète? Parce que tout simplement, je voyais les concurrentes en face qui étaient des très très belles athlètes et qui font ça depuis des années. Et je me sentais juste pas légitime d'avoir gagné face à elles, en fait. Si je comprends bien, c'est avant tout parce que toutes tes valeurs que tu indiques, mais c'est des choses que tu vis au quotidien, quoi, d'être droite, d'être déterminée, de suivre toutes les choses. C'est plutôt Exactement. par rapport à la durée de l'expérience, peut-être, au nombre de compétitions, juste le fait que ce Ouais, soit la première, en fait, qui oui, te... voilà, c'est simplement ça. Ouais, c'est Et exactement du ça. coup, comment ça s'est enchaîné la suite? Parce que c'est vrai que tu préparais une compétition, puis après, il y en a eu deux. Après, il y en a eu trois. Exact. Après, il y en a eu quatre. Donc, la première, c'était ouais, en juillet 2021. Donc, on était vraiment fixé sur celle-ci. Et quand on a vu les résultats super positifs, on s'est lancé du coup sur le championnat d'Europe qui a eu lieu quelques mois après. Donc, j'ai eu un petit moment de répit, entre guillemets. J'ai bien mangé, j'ai bien profité. Et après, je suis directement repartie en sèche. Et là, on enchaînait les championnats d'Europe. Donc là, mon état d'esprit, il était totalement différent parce que ben, bon, déjà, le niveau, il était encore au-dessus, donc il y avait un stress supplémentaire, mais c'était vraiment une bonne pression. J'avais vraiment envie d'y aller, j'avais envie d'en découdre, quoi. J'étais vraiment au taquet et, euh, et ça a payé. Et ensuite, la troisième, comment ça s'est passé? Sur l'an... Alors, elle est pas encore passée. Elle aura lieu dans Ah, 5 mois, en juillet prochain. ok. Et Ouais. donc là, tu Donc, repars en préparation quand? là, j'ai commencé, donc Ça y est. même chose, Donc là, j'ai sèche faim, je suis progressive. énervée. Et là, j'ai la dalle. Là, je suis sur les nerfs. Non, ça va. Pour le moment, ça va. J'ai commencé il y a 3 semaines. Donc, pour l'instant, ça va encore. Et ouais, donc la compétition sera le 3 juillet. Et Donc, comment ça est-ce va que arriver. tu as géré tes baisses de motivation, s'il y en a eu, durant, de juillet, un peu avant, jusqu'à la suite? Euh, alors, j'ai eu la chance d'être extrêmement entourée. Bon, déjà par mon préparateur, évidemment, par ma famille, mes proches qui me soutiennent contre vents et marées. Donc, voilà, quand j'ai eu ces petits moments-là, enfin, j'ai pas eu peur de me diriger vers les autres et de leur dire, bon, ça va pas, même s'ils comprennent pas forcément Hum. ce que je peux ressentir, parce que je pense que tant qu'on vit pas la préparation, on peut pas vraiment ressentir les choses. Mais voilà, j'ai quand même pris sur moi, même si j'aime pas forcément parler des faiblesses, entre guillemets, mais je savais que c'était nécessaire et qu'il fallait que que j'en parle. Et qu'est-ce que tu as mis en place comme action
à part le fait d'en parler, qui peut-être te suffisait à ce moment-là, pour justement rebondir et te remobiliser à ce moment-là? Bah, alors, faut savoir que j'aime beaucoup écrire aussi. Mhm. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé l'écriture, de mettre vraiment sur papier, d'écrire clairement les objectifs, Ouais. euh, la manière de les atteindre, etc. Comme ça, voilà, quand j'avais un petit coup de mou, je ressortais mon papier. J'avais en gros l'objectif victoire, victoire surlignée 3 fois. Et, euh, et je relisais en fait mes petites notes aussi. Je marquais un peu mes états d'esprit, enfin, comme un petit journal intime, juste voilà, pour mettre tout ça sur papier et avoir une vue d'ensemble de tout ce qui allait se passer, de tout ce qui se passait en ce moment, de mes ressentis. Et, euh, et voilà, donc ça m'a... Et cette routine-là, comment tu l'as découverte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé pour la préparation ou tu faisais déjà ça avant? Non, j'ai commencé pour la préparation, vraiment. Alors peut-être qu'avant, je faisais quelques petites choses dans ce genre-là, mais j'avais pas vraiment pris conscience que ça faisait partie de la préparation mentale, etc. Mais c'est vraiment depuis que j'ai commencé les compétitions, puis en suivant aussi ton compte, Ah, qui m'a beaucoup j'ai apporté. rien Ouais, dit, voilà, moi. Non, mais voilà, oui, tout est après, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont j'ai parlé. C'est pour ça que je voulais savoir un peu, bah ouais, non, mais où as-tu c'est la trouvé? réalité. En plus, tous tes petits tips dans tes posts, voilà, des manières, voilà, pour gérer un peu tout ça. Donc, voilà, c'est ces petites choses-là qui m'ont aidé, mais c'est vraiment depuis la préparation où j'ai appris à faire ça. On va faire un petit, merci, on va faire un petit retour en arrière. C'est vrai que là, on a un petit peu ciblé sur le temps donné de la préparation. Toi, tu fais du coaching et du sport de façon générale. Depuis combien de temps? Est-ce que tu as eu d'autres pratiques sportives avant, compétition? Raconte-nous tout. Alors, j'ai fait énormément de danse. En fait, je viens d'une famille d'artistes, donc on est tous dans la danse, le chant, etc. Donc, j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans, la danse classique, et j'en ai fait enfin, j'ai fait de la danse, j'ai fait plusieurs danses, j'ai fait ça jusqu'à mes 20 ans. Mais super, j'ai Je un suis bon même, titre de la danse classique au bodybuilding. C'est parfait. c'est pas mal, Fallait me dire pas ça mal plus du tôt. tout. Donc, je suis montée à l'âge de 15 ans à Paris justement pour entrer à l'académie pardon, Hmm. internationale de danse. Ok. Donc, j'étais formée à temps plein. Et donc, voilà, j'ai pu apprendre, bon, j'ai pu continuer la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz, le chant, la comédie. Enfin, c'était vraiment une formation complète artistique. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Bon, bah, pour le côté, bon, c'est du sport aussi. Donc, je me suis toujours servi de mon corps comme outil. Après, j'ai pas vraiment fait d'autres sports. J'ai vraiment fait uniquement de la danse. Puis, par hasard, il y a quelques années, il y a 10 ans, je me suis inscrite en salle de sport, comme ça. Et en fait, je suis un peu par magie. Et je suis un peu tombée amoureuse de cette discipline. Je voyais bah, justement des bodybuilders s'entraîner. Enfin, je voyais le mental, etc. Et ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis renseignée. Donc, au début, en tant qu'adhérente, voilà, j'ai fait quelques années de salle, des cours collectifs, un peu tout. J'ai un peu tout essayé. Et voilà, à côté de ça, la danse, euh, j'aimais encore, mais c'est vrai que le milieu artistique, avec le recul, ne me correspondait pas trop, dans le sens où il y avait beaucoup de compétitions. Enfin, je me sentais beaucoup dans une compétition un peu malsaine. Voilà, c'était Mhm. très matu vu. En tout cas, dans la formation dans laquelle j'étais, voilà, c'était beaucoup du matu vu. Je me sentais pas à ma place, mais j'avais quand même envie de me servir de mon corps comme outil pour soit enseigner ou, enfin, voilà. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer en formation. Pardon, j'ai la télé qui s'allume. En formation, en formation BPG. Donc, je l'ai passé en 2016. Et puis voilà, depuis, je suis dans le coaching, etc. Qu'est-ce qui t'a plu dans la danse classique et puis qu'est-ce qui t'a amené à faire cette pratique-là? C'est vrai que c'est hyper anodin, là. C'est bodybuilding, danse classique. Oui, c'est vrai que c'est à l'opposé, aux antipodes. Bah, la danse classique, c'est parce que on voulait faire de la danse et que notre mère nous a inscrits voilà, à des cours d'éveil de danse classique et tout. Et puis en fait, j'ai tellement aimé que j'ai continué des années. Et c'était vraiment, bon, la danse classique, entre autres, mais sur toutes les danses, c'est Hmm. la même chose.
ça me permet vraiment de m'exprimer, en fait. C'est vraiment un moyen d'expression. Quand on a du mal à dire par les mots ce qu'on peut ressentir, bah, voilà, on a la danse pour s'exprimer autrement. Et Donc, c'est pour pourquoi ça ce que type de danse-là en particulier? Quel aspect de cette pratique t'a le plus attiré? Alors, bon, au début, c'était vraiment le hasard. J'ai commencé ça parce que on nous a inscrits. Mais après, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette discipline. Voilà, en danse classique, le corps, il doit être toujours voilà, bien droit, Hmm. le port de bras, machin. C'est vraiment une grosse discipline. Donc, c'est aussi ça qui m'a plu. Ça m'a cadré quelque part. Et ça m'a appris, voilà, à être carré et à À marcher travailler, sur les quoi. pointes de pied dans la rue, c'est très utile Exactement. dans la vie À de tous les souffrir jours. en silence, à souffrir en souriant aussi. Et Donc, maintenant, la muscu, quand on fait de la muscu, on crie. Tu vois, c'est totalement l'opposé. exactement. Et du coup, qu'est-ce que Exactement. tu as accompli, on va dire, dans la danse classique? Est-ce qu'il y a eu des compétitions, je sais pas comment ça se passe après dans cette discipline? Alors non, j'ai vraiment juste fait cette formation, enfin les cours avant, Hmm, puis la formation. Donc c'était dans un but bah, de me former professionnellement et de hmm. devenir prof de danse, pas forcément classique parce que j'avais pas forcément le corps pour au final, mais ils sont très longilines, etc. Mais voilà, le C'est les but bikinis. de base. Comment? Toujours. C'est les bikinis. Ouais, exactement, on y On revient. va aller en catégorie figure de danse classique. C'est un peu moins gracieux, mais oui, là-bas, c'était vraiment de pouvoir enseigner ou dans un premier temps de vivre de la danse, voilà, d'avoir des petits contrats en danse, etc. Ce que j'ai eu après ma formation, j'ai signé quelques contrats, j'ai fait des spectacles en Belgique, enfin voilà, j'ai eu quelques petits contrats. C'était très sympa, c'était une superbe expérience. Euh, mais après, voilà, j'ai tout arrêté d'un coup. Qu'est-ce qui J'ai s'est tout passé, ça? arrêté. Pourquoi? Bah, c'est le milieu qui m'a un peu Hmm, dégoûtée. Beaucoup de m'as-tu vu, de compétitions malsaines. Je me sentais pas forcément à la hauteur. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens doués. Enfin, quand on arrive dans un casting, il y a 100 personnes. Et enfin, hmm. c'est, je me sentais pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça pour mon plaisir à moi, mais peut-être pas pour en vivre. Et à quel moment tu t'es rendu compte des premiers signes, justement? Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où tu as commencé à ressentir cette gêne? Oui, alors c'était pendant ma dernière année de formation, où tout simplement, en fait, je n'avais plus envie d'aller en cours. J'avais plus envie, j'avais plus la motivation. J'avais pas envie de me réveiller. Ça me crée même des angoisses, pour être honnête. Bon, je suis Hmm. très angoissée de nature, hein, mais ça me crée pas mal d'angoisse. Et là, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Parce que mon frère et ma sœur sont danseurs, donc peut-être que je me suis dit, peut-être que j'ai cru que j'avais la même ambition qu'eux ou le même objectif. Enfin, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fini par me rendre compte que c'est pas ce qui me rendait vraiment heureuse et du moins pas pour en faire mon métier. Qu'est-ce qui a Donc, déclenché la fin définitive de ta carrière? alors ça, je saurais pas, j'ai pas de souvenir précis. Je sais juste que mon dernier contrat, justement, c'était mon contrat en Belgique. C'était Hmm. un cabaret pour le Summer Festival en Belgique. Donc sur 15 jours, on avait des shows tous les soirs, cabaret, donc chant, danse et tout, c'était top. Et mais par contre, en revanche, voilà, en rentrant de ce contrat-là, pardon, je sais pas, j'ai eu un déclic, je pourrais pas dire exactement ce qui s'est passé, mais je me suis dit j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, j'ai plus forcément envie d'évoluer dans ce milieu-là, ou juste voilà pour mon propre plaisir, en hobby quoi finalement, mais pas pour en faire mon métier. Entre deux séries de biceps curls, tu fais une petite choré. Exactement. T'en refais d'ailleurs aujourd'hui ou vraiment c'est fini, fini? Alors, j'en ai refait il y a quelques années comme ça. J'avais un cours par semaine. Après, j'ai pas pu continuer parce que avec les coachings et tout, enfin, je Hmm. trouvais plus le temps. Mais j'y pense toujours hein, à reprendre parce que c'est vrai que ça fait quand même partie de moi. Et bon, quand je suis chez moi dans mon salon, je danse hein, toujours. Ça n'arrête jamais. Et puis à Donc, travers le posing, peut-être aussi que tu retrouves certaines sensations.
Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, la danse classique et la danse en général, Hmm. pour mon ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour, voilà, pour avoir les bonnes postures, les bons ports de bras, enfin voilà, essayer de travailler jusqu'au bout des mouvements, enfin voilà, trouver l'aisance, Hmm. etc. Ça m'a énormément aidé. Et je voulais du coup parler, ça c'est bien tout ça, je voulais parler également de l'apparence physique, parce que c'est vrai que c'est deux disciplines où tu dis qu'il y a cet aspect d'apparence, donc la danse classique, il y a la technique, etc., puis il y a l'aspect de présentation devant les autres. Et ensuite, la musculation bodybuilding, ben, il y a forcément une dimension esthétique qui rentre en jeu. Bien sûr. Donc, comment est-ce que tu percevais ton physique depuis ben, la danse classique à travers cette pratique sportive-là et puis ensuite l'autre pratique sportive? Tu Euh, n'as pas toujours été bœuf, Stéphanie, rassure-nous. j'ai pas toujours été buff, mais après, j'ai vu que j'ai toujours fait de l'activité, j'étais quand même assez fit. Euh, le regard que j'avais sur moi, comment dire? J'ai toujours eu un regard assez quand même bienveillant sur moi. J'ai jamais eu de trop de soucis à ce niveau-là. Et bon, malgré que voilà, la danse, on est toujours en compétition, donc on se regarde toujours, on se compare forcément tout le temps. Mais je pense que vu que j'ai toujours connu ça, au final, j'ai pas, ça m'a jamais freiné dans ma pratique et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Et puis avec le bodybuilding, bon, c'est vrai que c'est un sport d'esthétisme. On nous dit souvent que c'est très narcissique, etc. Euh, alors, ça ne l'est pas, mais quand même, bah, forcément, notre objectif, c'est d'avoir, voilà, d'atteindre un physique au mieux symétrique, etc. Donc, on passe notre temps, oui, à se regarder dans le miroir, mais c'est surtout pour voir les choses qui ne vont pas, essayer de déceler vraiment les points forts, les points faibles, pardon. Donc ça m'a aussi aidé à avoir vraiment un regard objectif sur mon physique. Et, euh, et voilà, j'essaie ouais, vraiment d'avoir vraiment toujours un regard le plus objectif Du possible. coup, c'est vrai que tu dis, il y a l'aspect esthétique, mais c'est pas méchant, hein, c'est une pratique comme une autre. Hein. Dans toutes les pratiques sportives, il y a une dimension esthétique qui rentre en compte, mais je dis qu'en regardant dans le miroir, en regardant ce qui ne va pas, tu réussis à avoir une vision objective tout en étant bienveillante. C'est une formule magique que je connais pas, ça. Mais, et du coup, est-ce que voilà, le fait que tu te regardes et que tu vois les choses qui ne vont pas, est-ce que ça a pu jouer sur ta motivation et aussi ton estime de toi? Alors, jamais. J'ai toujours, bon, avant de voir les points faibles, j'ai toujours Hmm. réussi à voir les points forts. Et, euh, et je me suis toujours dit bah, que les points faibles, c'était juste quelque chose à travailler. C'est pas, Mhm. enfin, tu vois, ça, Oui, oui, c'est puis quelque c'est chose vrai qu'en qui se body, les gens modifie. n'ont pas l'habitude enfin, de ces expressions-là. C'est pour ça que je souligne bien Ouais, que un point faible, ça veut pas dire, oh, c'est super moche. Ça veut juste dire, bah, tiens, il faut que je non, retravaille un peu ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a une exactement. barrière entre nous et les, je suis dans la team des gens qui se regardent dans le miroir. Non, mais oui, c'est pour ça que je voulais vraiment que Ouais, tu expliques ce que ça veut dire un point faible exactement pour toi et comment toi tu le voyais plus bien généralement dans sûr. ton physique. Oui, c'est vraiment juste des points bah, qui sont pas aussi, enfin, qui sont un peu plus faibles par rapport aux points forts. Donc, c'est juste, voilà, l'objectif, c'est de créer l'équilibre. Donc, il faut juste bah, ne pas se juger ou se dévaloriser parce que faut toujours se dire que le travail est en cours et ne s'arrête jamais. Donc, ces points faibles-là, ils vont finir par disparaître. Bon, il y en aura peut-être d'autres ou quoi. Enfin, mais voilà, c'est rien n'est figé et on travaille justement pour corriger tout ça. Et du coup, aujourd'hui, physiquement, tu te plais, faire l'apparence que tu as, est-ce que ça faisait partie des objectifs que tu avais en commençant la musculation par rapport à la danse? Comment tu te vois aujourd'hui? Bah, c'est bizarre de dire ça, mais oui, mon physique me plaît. Enfin, Mais oui, tu as le droit de le dire, il faut le dire, c'est... non, non, je suis très contente de l'évolution. Euh, je sais que c'est un travail que j'ai fourni. Je me suis donné corps et âme pour ça. Donc, c'est vrai que, sans prétention, hein, et quand je me regarde dans un miroir, je suis fière parce que
c'est grâce aussi à mon coach, mais c'est un travail d'équipe. Et ensemble, on a réussi à créer le physique, quoi. Donc, c'est une fierté. On dirait que tu parles d'une sculpture. On a réussi à créer ensemble, on a travaillé en équipe, on a bricolé là, après on a rajouté un peu de ciment ici. Et puis avec des années d'évolution, mais c'est vrai que tu as le droit de dire, et puis il y a aucune, je vois aucune prétention, et je suis sûre que les Oui, gens bien ne le verront sûr. pas comme ça, et tu parles beaucoup d'équilibre. C'est vrai que on mélange souvent le bodybuilding avec du narcissisme, mais le narcissisme avant tout, c'est un trait de personnalité qui peut, à un niveau pathologique, voilà, c'est un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Beaucoup aussi, ça peut être mêlé à du perfectionnisme. Là, c'est de l'équilibre avant tout. Et puis, on a le droit de dire très honnêtement et sincèrement, bah, j'ai mon physique, je n'ai pas de Mm, mm, complexe, mm. je suis bien dans mon corps. Et ce n'est absolument pas du narcissisme. Oui. C'est justement parce qu'on a l'habitude, on va dire, de toujours aller chercher dans cette négation, se plaindre, ça ne va pas, corriger ça, ou perdre du poids, perdre machin. Non, on peut juste aussi avoir cette norme de vision d'équilibre qui est tout à fait normale. Et du coup, aujourd'hui, quels sont un peu tes prochains objectifs? Donc, tu m'as dit que tu as la troisième compétition qui arrive cet été, c'est ça? Yes, c'est Comment se ça. passe la préparation? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça se passe très très bien. Je continue toujours mes entraînements. J'en ai 5 par semaine. Hmm. J'ai commencé la sèche. Donc pour l'instant, mes apports sont encore corrects. Donc mentalement, ça Oui. va. Je suis en pleine forme. Euh, donc tout se passe bien. Vraiment, je l'aborde avec un peu plus de sérénité que celle d'avant. Je sais maintenant ce qui va se passer. Voilà, c'est plus l'inconnu. Oula, c'est plus l'inconnu maintenant. Donc, euh, donc voilà, je sais comment ça va se passer. Je peux encore mieux visualiser le jour J. Donc ça, je le fais tous les jours. Qu'est-ce que tu fais Avec exactement? courage de femme. Ben, simplement, je m'imagine. Alors, je m'imagine d'abord le moment avant d'entrer sur scène, le moment où on pump, donc Mhm. avec les élastiques et tout. Voilà, on travaille un peu les épaules, le dos pour pumper au maximum. Donc, j'adore en plus ce moment-là parce que c'est vraiment un moment de concentration ultime. Il y a juste mon coach et moi. J'adore ce moment parce que j'arrive à vider mon esprit totalement et à vraiment rentrer dans la compétition. Donc, c'est un de mes moments préférés dans la compète. Et après, je visualise vraiment tout le cheminement, donc l'échauffement, l'attente avant de monter sur scène, voilà, quand on est tout à la queue leu sur nos talons de 11 cm, et le moment voilà, où on attend l'entrée, et puis le moment où on monte sur scène, où il faut sortir son plus beau sourire et où on commence le posing. Quel moment Donc, tu appréhendais le plus en compétition? Tu parles des différentes étapes là pour vraiment visualiser. Est-ce il y a une étape où tu avais un peu plus de mal avant de monter sur scène? euh, ça a été sans doute sur la première compétition, ça a été la longue attente Hmm. avant que la compétition commence. Donc là, tous les athlètes sont réunis au même endroit et on attend en fait. Donc une fois qu'on s'est fait maquiller, qu'on s'est fait tanner, etc., il n'y a plus qu'à attendre l'heure de passage. Et ce moment, je crois que c'est quand même le plus stressant parce que on fait rien de spécial, on a les jambes en l'air, on est allongé sur notre tapis et, Hmm. euh, et juste on attend. Et c'est un peu dur à contrôler ce moment-là parce que tu as plein de questions quand même qui se posent à toi. L'angoisse de monter sur scène, en plus là, c'était la première. Donc, ouais, c'est un peu un moment où tu te retrouves seule avec toi-même et tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Et je Vraiment. me rappelle, ça n'a rien à voir, mais moi je me suis regardée Marsupilami. Vraiment, je me souviens. Je ne sais pas pourquoi. Ah, C'est j'adore, j'y penserai. Marsupilami. J'avais le choix Bob l'éponge, Marsupilami. Et, ça me faisait plaisir. Vraiment. Je Mais note. est-ce que ce moment-là, tu savais que tu allais attendre? Enfin, moi, je parlais vraiment avant de rentrer en compétition. Bien avant, est-ce qu'il y avait un moment que tu appréhendais? Alors maintenant que tu sais qu'il y a cette attente-là, tu peux mieux le gérer, mais est-ce que avant même de savoir qu'il y avait cette attente, tu avais une étape en compétition voilà, qui te stressait un petit peu? Euh, enfin, dans mes souvenirs, pas vraiment. Enfin, Hmm. il y a eu juste le moment où on est arrivé
en Italie, enfin vraiment tous les jours qui ont précédé, c'était pas un événement spécial, c'était juste que la pression commençait à monter, il y avait les Mm. préparatifs, la valise, etc. Donc c'était un moment un peu stressant, un peu stressant. Mais j'ai pas vraiment d'anecdotes Même précises. pas d'avoir peur de glisser sur la scène avec les talons, parce que moi, c'était un moment que j'appréhendais beaucoup. Je me dis, mais ça se trouve, il y a une concurrente qui m'a mis du truc qui glisse pour que je glisse après. Bah, franchement, je me suis pas posé cette question et heureusement parce que sinon, non, j'avoue que bizarrement, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose Eh bien, tant mieux, je ne veux à pas te laquelle. mettre cette frayeur. Ouais, grave. Parce que moi, je me rappelle très bien, bon, je laissais passer les athlètes, je fais, bon, allez-y, c'est bon. Allez-y, elle me prenait pour une fille polie, mais en fait, j'étais juste flippée de passer juste avant elle. Mais oui, oui, c'est vrai que ce moment-là. Donc voilà, pour revenir à tout ça, donc tu as la compétition qui arrive en juillet, tu es en pleine sèche actuellement, déjà, on est en mars. Ouais, ouais, c'est très, très progressif. Et Donc, qu'est-ce on que y tu va as vraiment. ajouté aujourd'hui à ta préparation, maintenant que tu as vécu déjà une première expérience sur scène? Qu'est-ce que tu as ajouté à ta préparation? Est-ce que tu continues par exemple d'écrire ou qu'est-ce que tu as enlevé de ta préparation justement par rapport à avant? Euh, alors, l'écriture, ça, je continue toujours. C'est vraiment la chose, je crois, qui m'aide le plus à extérioriser. Euh, La visualisation aussi, évidemment. Après, j'ai moins besoin de me confier à mes proches, comme j'aurais pu le faire sur la première compétition. J'arrive à mieux gérer ce moment-là avec moi-même. Donc, voilà, j'ai un peu moins besoin de cette aide-là, entre guillemets. Mais sinon, voilà, tout le reste, je continue à le faire. C'est un peu une routine que j'ai instaurée. Et, euh, et c'est vraiment, voilà, c'est rentré dans ma discipline, quoi. Et quelles attentes tu as du coup pour cette saison? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui vont arriver par la suite? Alors, après juillet, il y aura les championnats du monde pro à Oh, Prague en novembre. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif ultime avec mon coach. Donc, j'ai hâte d'y être. Et voilà, dès que juillet est terminé, ben, on repart directement pour novembre. Et après ça, après cette année 2022, je ne sais pas encore si je vais continuer le bodybuilding ou peut-être changer de catégorie, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que, voilà, mine de rien, ça isole socialement. mhm. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence un peu à me peser. Bon, ça n'empêche pas de voir mes amis ou autres, mais voilà, partager des bons repas, enfin voilà, ce genre de choses qui rassemblent finalement, euh, ça m'isole un peu. Donc c'est vrai que voilà, je commence à penser à ça aussi. Ça prend beaucoup de place dans une vie, mine de rien. Et donc j'essaye un peu de penser à l'après, quoi. Et donc cet isolement, est-ce que c'est quelque chose que tu vivais déjà en danse classique ou c'est vraiment le fait que ce soit le bodybuilding, on est tout seul sous la barre, c'est une discipline individuelle. Euh, est-ce que tu as, je répète ma question, est-ce que tu envisages du coup de passer sur une autre discipline ou peut-être d'envisager, je sais pas moi, d'autres compétitions, peut-être plus un esprit d'équipe, je ne sais pas. Alors, changer de discipline, non, parce que vraiment, la musculation, le bodybuilding, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore m'entraîner, même s'il n'y a pas d'objectif de compétition. C'est vraiment un sport que j'apprécie. Mais voilà, c'est vrai, c'est vraiment juste le fait de faire de la compétition quand on a un régime spécial, etc. La récupération est importante, donc il faut bien dormir. Enfin, voilà, on fait un peu, enfin, on fait pas la Java, quoi. Hmm. C'est pas Voilà. forcément l'isolement dans la pratique sportive, c'est vraiment autour par rapport à la société, par rapport aux autres. C'est ça que tu veux dire plutôt? Exactement, oui, oui, bien sûr. Surtout par rapport à la société, ouais. Et ça, comment est-ce que tu vois les choses sur les prochains mois? Est-ce que tu comptes mettre en place des choses pour un peu, je sais pas moi, partager un peu plus de body aux autres? Ben déjà, ce podcast, les gens verront que on est des gens normaux, même si on se regarde dans la glace. Ben, pour la suite, bon, bah là, je vais toujours rester sur le même rythme Hmm. pour les prochaines compétitions. Euh, je vais serrer les dents parfois quand j'aurai envie de De profiter avec manger. mes amis Ah. et de manger un bon burger. Donc voilà, pour l'instant, je vais serrer les dents.
Et après, je pense que je continuerai la musculation, peut-être pas les compètes. Ça, c'est vraiment encore en cours de réflexion. Euh, mais je ressens quand même le besoin de retrouver, entre guillemets, hein, j'insiste, une vie normale. Donc voilà, pouvoir faire des écarts au niveau de la nourriture quand je veux, ne pas prévoir de ramener mes gamelles, de machin. C'est une logistique. Ouf, parfois, c'est un peu compliqué à gérer. Donc j'aime ça, hein. Pour Hmm. l'instant, je le fais et je continue parce que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là et que je pense pas tenir voilà, sur encore trop longtemps, quoi. C'est vrai que je vois un peu en commun dans la danse classique et dans le bodybuilding, il y a cet aspect de structure, d'avoir justement cette diète, ce quadrillage, tout bien carré. Il faut peser tout et tout. Exactement. Est-ce que c'est des Exactement. choses que tu avais envie de retrouver justement en changeant de discipline sportive? Est-ce que tu avais conscience de cette dimension-là dans le bodybuilding, ou pas forcément au début? Alors, j'en avais pas autant conscience. Il faut savoir que quand j'ai commencé la danse classique et tout, bon, au début, c'était juste un hobby avant de faire ma formation, mais je voulais pas être danseuse classique, donc j'avais pas de régime alimentaire spécifique. D'ailleurs, enfin, d'où mon physique, je savais que je serais jamais une danseuse classique. J'avais pas du tout le physique. Donc c'était vraiment, ça faisait juste partie d'une des danses que je pratiquais à temps plein. Mais il n'y avait pas cette dimension de diète, voilà. C'était très structuré dans les cours, c'était beaucoup de discipline dans les cours. Mais après, en dehors de ça, voilà, j'avais ma vie normale, quoi. Je profitais. Et c'est vrai que dans le bodybuilding, je savais quand je me suis lancée, enfin, je voyais à travers les athlètes qu'il y avait vraiment cette discipline, notamment au niveau de la diète, mais je savais pas que c'était autant. Et je le redis, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas que c'est à ce point-là, quoi. Et qu'est-ce qui t'anime dans cette pratique sportive? Qu'est-ce qui fait que tu continues au-delà de la compétition? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ben, ça me permet de me surpasser, de toujours essayer de faire plus, d'aller au-delà de mes capacités, de me valoriser aussi, parce que c'est vrai que ben, depuis que j'ai commencé la musculation et les compétitions, j'ai pris, même si je manquais pas forcément de confiance en moi, mais j'ai vraiment pris en assurance. Et donc c'est aussi cette part-là de la discipline que j'aime beaucoup, c'est que bah, tu te surpasses dans tes entraînements, ça a un impact sur ton mental. Enfin, il y a tout qui évolue en même temps, en fait. Il y a ton physique et ton état d'esprit. C'est vraiment enfin, deux choses, enfin, pour ma part, qui ont évolué en même temps. Et donc, ça m'a vraiment apporté de l'assurance, l'envie de me surpasser. Euh, Même dans mes coachings, le fait d'avoir vécu des sèches, plusieurs sèches, voilà, des pertes de poids, je sais que c'est dur et j'arrive à comprendre mes élèves quand elles me disent, écoute, j'ai envie de perdre du poids, mais c'est trop dur, Hmm. j'arrive pas, je me sens pas assez forte. J'arrive à mieux les comprendre et du coup à mieux les guider. Donc ça m'a vraiment apporté aussi par rapport à ma profession, quoi. Et parmi tout ça, quel aspect de cette pratique te plaît le plus? Euh, c'est une très bonne question, ça. Je me pose des- Très dur. Euh, c'est c'est le fait de se donner dans les séances. De vraiment, en plus, moi, quand je suis dans mes séances, bon, j'ai la musique à fond dans les oreilles et je me sens vraiment dans ma bulle. La musique m'aide beaucoup. Et c'est vraiment, ouais, ce sentiment de me surpasser, de me sentir forte, en fait. Donc, Ah ça bah du voilà que sens de... c'est pas que le physique, les gens qui regardent, ils vont se dire. Ils attendaient tous cette réponse, hein. Moi aussi, je me suis dit, comment elle va... Attends. En fait, en deuxième, c'est vrai que... Non, Finalement, mais oui, c'est vrai qu'après, l'assurance, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, donc il y a aussi bah, le fait de se dépasser, etc. Le fait d'avoir un physique qui nous plaît, c'est une conséquence finalement. C'est pas exactement. nécessairement l'objectif, hein. C'est vrai que quand on se sent Exactement. bien dans sa peau, et je le disais sur l'autre podcast, mais l'estime de soi, elle est basée sur plein d'éléments. Mais l'élément qui le reflète le plus, c'est notre satisfaction par rapport à notre physique. Et c'est pas méchant de le dire, c'est pas narcissique encore une fois, hein. On va Bien sûr. replacer les choses à leur normalité. C'est normal de se plaire physiquement et de se regarder dans le miroir et d'avoir un sentiment agréable. Je dis pas de se faire des bisous dans le miroir. Oui, là, c'est un peu pas de jugement. Mais effectivement, juste
se regarder dans le miroir et de se dire qu'on se plaît, c'est signe d'une bonne estime de soi. Et comme tu dis, voilà, ça t'apporte de l'assurance au quotidien. Donc, c'est vrai que le Exactement. bodybuilding a ce pouvoir, on va dire, de pouvoir répondre à plusieurs dimensions. Et c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir quelle dimension, toi, tu te plaît le plus. Moi, c'est vrai que je vais dire très honnêtement, moi, j'aimais beaucoup regarder dans le miroir et voir que j'avais pris un peu plus de masse, que j'avais un physique qui me plaisait. Et il n'y a pas de mal à dire ça. Bien sûr. Et du coup, à l'opposé, quelle dimension de cette pratique-là te plaît le moins? Mais tu l'as dit un peu dit tout à l'heure, c'est vrai. Mais tu peux dire autre chose. Ou tu peux dire la même chose. La dimension qui me plaît le moins, ben en fait, c'est bête, mais c'est juste, bon, on parle encore du regard des autres, mais c'est le regard qu'ont les autres justement sur la discipline et du coup qui te catégorise un peu enfin, voilà, dans une case. C'est un peu le regard qu'ont les autres sur Hmm. cette discipline. Et tu as déjà eu, par exemple, un échange, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en vrai, avec quelqu'un qui s'opposait un petit peu à tout ça ou quelque chose qui t'a un peu chamboulé? Ben, j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs quelques réflexions, bon, surtout de la jante masculine, hein, principalement. Euh, oui, t'es trop musclé, on dirait un mec. Enfin voilà, C'était un sur les truc un réseaux peu. sociaux, ça? Oui, sur les réseaux sociaux. Donc, En public, en commentaire, en non, message non, privé? en message privé. En message privé. Donc, c'est vrai que les premières fois, ça m'a un peu heurté. C'était un peu blessant, mais après, avec le temps, bah, vu que j'ai pris en assurance, en fait, ça n'avait plus aucune importance, ce qu'on pouvait, voilà, penser. Mais je trouve ça triste quand même bah, qu'il y ait encore ce genre de propos et ce genre de jugement sur une discipline qu'au final, Hmm. on connaît pas vraiment, quoi. Du coup, tu parles pas beaucoup d'assurance. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre de l'assurance dans la pratique sportive? Ben, c'est sûr que de pratiquer tous les jours, oui, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris de l'assurance? Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui diraient, tiens, moi j'ai besoin d'une assurance. Non, d'assurance. J'ai fait une pub dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais alors, tu disais ça Bah, bon, va parce qu'au forcément, départ, voilà, rien à voir. bah forcément, comme tu dis, c'est bon, à force de pratiquer, 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 de voir, bah, en fait, de noter les évolutions, même les plus petites. Par exemple, voilà, un exercice qu'on avait du mal à faire avant, qu'on arrive enfin à faire correctement, ou à une charge qui nous Hmm. paraissait avant bien trop lourde et quand finalement on arrive à passer. Enfin, c'est des petites victoires en fait, mises les unes après les autres, qui fait que ton estime, elle monte et tu te dis, bah, je me pensais pas capable, finalement je le suis. Et du coup, bah, tu te dis, bah, du coup, je suis capable de plein d'autres choses. Si j'ai pu faire ça, pourquoi pas. Donc c'est Donc, vrai que ouais, c'est voilà, ce que tu expliques, c'est un outil très sympathique en préparation mentale. C'est ouais, le fait d'avoir des objectifs de maîtrise et de surtout découper ses objectifs dans sa progression pour vraiment rendre compte de sa progression au fur et à mesure. Et il n'y a pas de petites ou grandes victoires, il y a que des victoires qui font s'accumuler, s'accumuler. Enfin oui, on appelle ça des petites victoires, mais l'idée c'est que chaque petite progression, eh bien, elle amène de la satisfaction qui va venir grandir, grandir et puis développer son sentiment de compétence au fur et à mesure. Et donc ça, tu le notes dans ton carnet justement, comment tu fais pour placer les choses, pour écrire. Tu écris? alors, sur mes séances à proprement parler, je fais pas de retour écrit. Hmm. Euh, Enfin, si voilà, je note mes charges pour voir, pour noter l'évolution, pour avoir un vrai visuel. Mais après, je reviens pas forcément dessus. C'est juste que, voilà, quand je sens sur une séance que j'ai réussi à faire quelque chose que je n'arrivais pas, je me le dis dans ma tête. Je me dis, ah, c'est cool, tu as réussi à faire ça. Bon, bah, passons à la suite. Continuons. Je le mets pas forcément sur papier, Mhm. Il y a aussi une mais voilà. orientation de ton attention qui est volontaire par rapport à ces éléments-là, parce que forcément, on est sollicité de partout. On peut penser aux éléments, on parlait des points faibles tout à l'heure, des éléments qui ne vont pas, d'une progression qui peut être jugée trop lente. Toi, c'est vrai, comment tu fais pour orienter ton esprit sur les éléments qui vont bien et les progressions que tu as? Euh, bah, comme on disait tout à l'heure aussi, je me regarde souvent Hmm. dans le miroir pour avoir une vision claire de l'évolution. Euh, ouais, c'est surtout ça, en fait, où je regarde des photos. C'est vraiment mon point de repère.
pour voir que je continue d'évoluer, même quand je pense stagner. Je me réfère beaucoup aux photos, à me regarder dans le miroir et à vraiment objectivement me dire, bon, bah, j'ai progressé à ce niveau-là, j'ai pris à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est beaucoup de... C'est ça. Est-ce que dernièrement, tu as vécu un très bon entraînement? Est-ce que tu veux nous partager comment s'est passé cet entraînement où tu as vécu une émotion incroyable? Alors, c'était bah, c'était un des derniers entraînements avec mon coach. Alors, on s'entraîne pas souvent ensemble, Mmh. mais quand on le fait, ça ne rigole pas. C'est une séance jambes. Alors, c'est des séances que j'appréhende énormément, les jambes. Donc, Pourquoi? c'est pas ça. Bah, parce que c'est celle qui me demande le plus d'énergie et qui est très éprouvante, que je trouve dure et enfin, j'aime pas travailler les jambes. C'est pas J'adore le oui, non, non, non. En fait, j'aime pas du tout, je déteste ça, je comprends pas. Pourquoi on est obligé de c'est marcher? pas, c'est pas le groupe musculaire où je prends le plus de plaisir. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de les faire quand je peux avec mon coach parce que je sais qu'il me pousse. Et oui, sur l'une de nos dernières séances, ben, j'ai vraiment été dans le mal. Donc, je savais que j'avais dépassé mes limites. Voilà, j'avais la tête qui tourne. Bon, c'était pas un sentiment agréable sur le moment, mais Mmh. cette satisfaction quand la séance s'est terminée, de me dire que j'ai été allée au bout. En plus, avec mes soucis de dos, c'est vrai que j'appréhende. C'est aussi pour ça que j'aime pas les séances jambes. Euh, Avec mes soucis au niveau des lombaires, il y a beaucoup de mouvements comme le squat, soulevé de terre que je fais plus là depuis quelques mois. Euh, donc voilà, c'est des petites victoires encore une fois sur des mouvements que j'ai réussi à faire accompagné de mon coach. Et bon, c'est con, hein, mais c'était pour moi un très très beau souvenir de séance, de surpassement, etc. Et donc, c'est intéressant, tu arrives à avoir un physique comme le tien sans squat, sans soulevé de terre. Yes. Incroyable. Je vais à l'appli comme ça plutôt la vidéo. Avoir des jambes de béton sans aimer les jambes et sans faire de squat et sans faire de soulevé. C'est magnifique. Donc, en plus, oui, tu arrives mais comment, qu'est-ce que tu fais du coup dans la séance? Alors, je fais pas mal de hip thrust, les fentes, voilà, tout ce genre d'exercices. Les squats, je vais reprendre petit à petit en charge légère, hein, parce que c'est quand même, voilà. Mais ouais, c'est principalement du hip thrust, toutes les variantes de fente, etc. Et la Qu'est-ce que tu as presse. au dos? Enfin, est-ce que c'est, tu as envie de Alors, partager? j'ai une double discopathie, donc un vieillissement prématuré des disques intervertébraux. Donc, du coup, j'ai une bonne fragilité de base et régulièrement, je me fais des gros lumbagos. Mais c'est des trucs où je peux vraiment pas marcher pendant 3 jours. Enfin, ça me bloque totalement, une grosse inflammation. Et du coup, voilà, pendant mes compétitions, ça m'arrive et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant les préparations. Donc, obligée de m'arrêter quelques jours, etc. Donc voilà, c'est vraiment Comment tu un le point. vis dans ta préparation, ces moments-là, quand ils se passent? Alors, ça m'a causé pas mal de peine, autant physique que morale. C'est vrai que quand on est en pleine préparation, surtout que la dernière fois, je me suis vraiment bloquée, c'était à 2 mois, je crois, de l'échéance. Et donc, j'étais enfin, au niveau mental, j'étais au taquet, j'avais vraiment mon objectif en tête, enfin, j'étais Hmm. invincible. Et bim, je me bloque le dos bah, sur un squat à l'entraînement. Et, et en fait, là, tout s'est effondré et je me suis dit, euh, bah, la compétition, c'est mort, je vais jamais y arriver. Le temps que je me remette sur pied, il va falloir reprendre progressivement. Donc, je pourrais pas reprendre mes performances enfin, que j'avais juste avant. Enfin, voilà, j'ai vraiment été dans un doute, dans une période de doute. Et, mais voilà, encore une fois, j'avais déjà eu ça, donc je savais qu'il fallait juste patienter, que ça allait passer, Mhm. ne surtout pas arrêter enfin, de surtout rester active. Voilà, même si je faisais pas vraiment de séance, mais voilà, toujours continuer à être active. Et, j'ai appris avec le temps à lâcher prise, à me dire, bon, bah, ça va passer, je prends le temps, je prends soin de moi. C'est mon corps qui me dit, Steph, attention, c'est un peu trop. Donc, voilà, j'arrive aussi à écouter un peu les signaux
comment envoie mon corps. Et est-ce Donc que j'appréhende mieux. voilà, cette inflammation, est-ce qu'elle est intervenue, en tout cas les dernières fois que tu te souviennes, à des moments de stress particuliers dans la préparation ou pas forcément? Alors non, pas forcément. Euh, c'est des douleurs qui interviennent surtout, bon désolé, hein, mais pendant le cycle menstruel. Voilà, Ok. le cycle menstruel, c'est là où je suis le plus sensible et où il y a le plus de risques que je me bloque. Donc, on va dire que les sources de stress, tu les ressens davantage en même temps pendant tes Oui, cycles menstruels. Ce qui fait que le corps va réagir, peut-être, oui. Oui. surréagir par rapport à la normale. Est-ce que tu te souviens que, je sais pas, moi, pendant cette période-là, il y a eu un stress particulier ou, je sais pas, moi, un événement qui t'a particulièrement stressé? Ben, j'arriverai pas à déterminer, hein. J'ai essayé d'y penser justement pour Hmm. trouver la cause parce que je me dis que c'est assez répétitif quand même, il y a un problème. Mais j'arrive pas à me souvenir que c'était vraiment dans un moment de stress particulier ou de... Au contraire, vraiment à ce moment-là, pour la dernière fois, je me sentais au top, quoi. J'arrivais presque à l'échéance, j'étais motivée comme jamais. Enfin voilà, tout allait bien. Et du coup, pendant tes cycles, tu réadaptes tes entraînements ou tu t'entraînes toujours de la même façon? Je réadapte. Hmm. Je suis très, très, très vigilante, notamment au niveau de mes échauffements. Je prends encore plus le temps de m'échauffer avant. Euh, ouais, je fais vraiment extrêmement gaffe. Un peu trop des fois, donc je sais que je me bride parfois alors que je pourrais faire Hmm. un peu plus. Mais c'est tellement d'appréhension. Bah, rien que d'imaginer déjà la douleur que ça procure, c'est effrayant. Même si c'est rien, c'est très, très, très douloureux. Donc rien que de penser à la douleur, ça provoque une grosse appréhension, quoi. Et tu disais que tu restais active, etc. Qu'est-ce que tu faisais? Et avec le recul aujourd'hui, ou peut-être que ça t'est arrivé il y a pas longtemps, est-ce que tu rajouterais quelque chose en plus dans le fait de rester active? Bah, dans ces périodes-là, je m'étire 2 fois plus. Je prends vraiment le temps de m'étirer au maximum. Chaque jour, je trouve 30-40 minutes pour vraiment étirer en profondeur. Euh, je fais du renforcement lombaire, aussi beaucoup de gainage, etc. Donc voilà, pour faire ça en douceur. Enfin, pas les premiers jours d'inflammation, parce que je peux vraiment pas bouger pour le coup. Les 3 premiers jours, honnêtement, je bouge pas, hein. Hmm. Je peux pas bouger. Mais voilà, une fois que je sens que je peux un peu marcher, etc., là, je pars sur des étirements, renforcement. Et pardon, c'était quoi la deuxième question? Excuse-moi. Eh ben, c'est une très bonne question. Toi aussi, tu poses des bonnes questions. Non, c'était savoir si tu rajouterais quelque chose maintenant ou est-ce que tu as envie de mettre ça en place, autre chose en place, si, je ne sais pas si ça intervient une prochaine fois, justement, cette inflammation. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais mettre en plus pour que ce soit mieux? Euh, Là, tout de suite, je vois pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, d'autre en fait que de rester au minimum active. Peut-être un peu plus de marche, je sais pas. Mais la kiné aussi, j'ai fait de la kiné, hein, Hmm. ostéo, etc. Enfin, voilà, dès que je suis en souffrance, je vais voir. Après, c'est vrai que mon souci, c'est que j'anticipe pas forcément. Donc, je pense pas aller voir l'ostéo quand tout va bien. J'attends vraiment de me faire mal pour aller voir quelqu'un. Ou voilà, je fais pas trop de prévention à ce niveau-là. Donc, peut-être, oui, changer ça, faire un peu plus attention à mon corps et Mhm. anticiper en me faisant masser, enfin voilà, en allant. Très belle idée, ça. J'ai une solution pour toi. Alors, pas pour les massages, mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, sur tout ce qui est arrêt de la pratique, que ce soit par des blessures, par fait de se déplacer, pas le corps, pas se déplacer un truc du corps, hein, se déplacer physiquement dans un autre lieu qui ne permet pas de nous entraîner correctement. Tu as parlé tout à l'heure d'un travail de visualisation, et c'est intéressant parce que le travail de visualisation, quand il est bien réalisé et quand il est très précis, avec une méthode que moi je connais, que moi qui connais, mais non. Oh. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une méthode de visualisation, d'imagerie mentale plus globalement, qui prend en compte tout le bagage sensoriel et qui te permet en fait de revivre exactement la séquence que tu veux. Donc, si c'est travailler sur un Hmm. exercice spécifique ou voilà, que tu ne fais pas pendant cet arrêt de la pratique, eh ben, ça te permet de revivre ce moment-là et il y a une équivalence qui se fait. C'est-à-dire que quand on imagine un mouvement
et qu'on le fait réellement, en fait, il y a les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées. Alors, pas à la même intensité, c'est sûr, mais c'est fou de se dire que le cerveau, en fait, il recrute quand même, il sollicite, il y a quand même cette liaison entre le Oui, muscle tout et à les fait, ouais. parties du cerveau qui sont sollicitées, qui sont faites. Donc, c'est intéressant de se dire que même quand on arrête physiquement de faire quelque chose, juste de se faire une pratique mentale bien cadrée, etc., avec méthode de ce qu'on veut visualiser, ça permet de garder un lien avec sa pratique et que quand on revient dessus par la suite, eh ben, il y a moins cette appréhension de se dire, ah bah tiens, je sors de blessure, donc il y a tout ça à refaire. Non, en fait, dans mon Oui. cerveau, je l'ai vécu 1000 fois cette expérience Bien sûr. et c'est sûr que ça fait pas de miracle dans le sens où ça y est, on repart pas d'un coup, mais c'est mieux que si on faisait rien. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ah, Donc, très intéressant ça. Je note. oui, hein, c'est bien. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui débuterait les compétitions en bodybuilding, qui est débutant, voilà. Quels conseils tu lui donnerais pour sa préparation, pour qu'elle se sente bien, pour Alors gagner, déjà, comment? pour gagner aussi. Oui, accessoirement. Alors, première chose, déjà, choisir un bon préparateur. Parce que c'est vraiment la personne qui va t'accompagner du début à la fin. Donc, ne pas se fier aux réseaux sociaux. C'est pas parce qu'un préparateur a des milliers de followers qu'il est forcément très compétent ou adapté. Mhm. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est l'expérience que j'en ai faite. Avant de trouver mon préparateur, j'ai essayé avec un autre et bah voilà, c'était pas du tout adapté à ma demande et ça s'est pas forcément bien passé. Donc bien choisir son préparateur, euh, bien C'est quoi un bon s'entendre aussi. préparateur pour toi? Bah, enfin, bon, un bon préparateur. Tous les préparateurs sont des bons préparateurs, c'est leur métier, donc C'est pour ça que je ils dis savent pour ce qu'ils font. toi. Oui, oui, Qu'est-ce que pardon. tu prends en considération? Plutôt dans la dimension humaine, il faut vraiment qu'il y ait quand même un minimum d'affinité, un feeling, qu'on puisse se sentir en confiance, qu'on puisse être capable d'être honnête et vrai avec lui, de pouvoir montrer sa vulnérabilité, parce que pendant la compétition, il va y avoir des moments où on n'est plus vulnérable. Donc, voilà, quelqu'un avec qui on sentira qu'on peut être soi-même et on peut dire quand ça va pas, etc. Donc voilà, pour moi, pardon, je rectifie, c'est ça vraiment un bon préparateur. Donc ça, c'est la première chose. Et après, ben, quoi dire bon, après, le programme, hein, c'est selon le préparateur, donc ça, je peux pas trop Hmm. en dire, mais il faut essayer ben, voilà, pour ma part, ouais, de toujours visualiser dès lors qu'on se dit je rentre en préparation, même si c'est complètement l'inconnu, d'essayer de visualiser l'objectif et se dire, euh, voilà, ça va durer tant de mois, ça va pas être toujours facile, mais tant que j'ai mon objectif en tête, Hmm. euh, voilà, je garde ma ligne de conduite et ça va le faire. Il faut aussi ne pas trop être il faut être assez indulgent avec soi-même. Enfin, à la fois, il faut pas Hmm. trop s'écouter, mais il faut quand même être Allez, un indulgent. deuxième burger en une Ah semaine, en un jour, ouais. en un quart d'heure. Mais ouais, il faut vraiment se laisser le droit d'être, de pas enfin, de voir qu'on réussit pas. Enfin, voilà, le Hmm. droit à l'échec, parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Donc, oui, voilà, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut travailler dur parce que c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est facile. Enfin, rien n'est facile quand on a un objectif important. Donc voilà, il faut essayer de garder cette détermination. La motivation, elle sera pas toujours là. Elle n'est pas forcément là tous les jours. Mais voilà, tant qu'on a cette discipline et cette détermination, les choses se font. Et voilà. Mais surtout, j'insiste, un bon préparateur qui nous Hmm. convient. Un bon encadrement, et Ouais, puis un donc, euh, suivi. donc euh, vraiment avoir un bon objectif qui est bien planifié. Et puis tu disais tout à l'heure, c'est vrai de découper ses objectifs finalement, de toujours avoir sortir d'une séance avec un sentiment de compétence, savoir où est-ce qu'on a progressé, où est-ce qu'on doit s'améliorer. Exactement. Je parlais de l'écriture aussi tout à l'heure et la clé finale, la visualisation. Donc Ouais. effectivement, c'est très important. Ok, ben super, ça fait déjà beaucoup d'éléments. Est-ce que tu as autre chose à nous partager, un dernier petit message à tous ceux qui nous regardent?
Bah, déjà, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. C'est super intéressant. C'est cool de pouvoir partager, principalement sur cette discipline-là et pouvoir parler de tous les éléments qu'on voit pas forcément à travers les réseaux. Voilà, on voit souvent ce qui est le plus beau, mais on voit pas forcément ce qui est le plus dur. Donc, c'est super intéressant d'avoir pu partager ça. Et puis, aux personnes qui voudraient se lancer dans le bodybuilding, écoutez, allez-y, Allez. hein, on y va. C'est une, euh, c'est une compétition, c'est une superbe expérience, quelle qu'en soit l'issue. La victoire, elle est dans le fait d'avoir fait sa préparation de A à Z. C'est pas d'avoir gagné ou fait un podium, c'est un super bonus. Mais je veux dire, voilà, la compétition, elle est vraiment pendant les mois de préparation. C'est un challenge envers Mm. soi-même et ça fait grandir, ça fait prendre de l'assurance. Enfin voilà, on en apprend beaucoup. Donc c'est voilà. Mais oui, c'est vrai, parce que le moment de la préparation, on n'est pas encore en comparaison avec les autres. On n'a que nous-mêmes, ce qu'on fait, nos précédentes performances. Et une fois qu'on passe le pas de la compétition, c'est là qu'on a affaire aux autres. Donc c'est vrai que toute Exact. la réussite d'une bonne préparation, c'est aussi sa capacité à se concentrer sur la préparation en elle-même et ne pas penser à ce qui n'existe pas encore. Donc les autres, la préparation des autres, comme on disait tout à l'heure, c'est des éléments qui sont incontrôlables. Donc si on oriente trop notre énergie là-dessus, eh bien, on n'en aura plus sur notre propre préparation et c'est ce qui va créer notre propre échec. C'est pas de penser aux autres et que les autres soient mieux. C'est juste de Exactement. penser à ça et de plus penser à soi-même au final et d'arriver, ah oui, mais pourtant, je me suis bien préparée. Non, tu as passé ton temps à penser aux autres. Ouais. C'est ça, c'est préparer. Même si on a l'air d'attribuer son énergie à la compétition, c'est un grand mot. Et la compétition, c'est avant tout sa préparation à soi-même. Super. Exactement. J'avais une dernière question Oui, je repasse le pas. Après, on finit, t'inquiète pas. C'est vrai que voilà, tu avais pris de mes formations sur l'apparence physique. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que tu l'avais prise, mais ouais. je sais pas, est-ce que ça t'a apporté des éléments dans ta préparation? Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation? Alors, ça m'a beaucoup apporté, surtout pour mes élèves, en fait, Mhm. pour, dans le professionnel. Ça m'a apporté voilà, ces outils que j'ai pu leur transmettre enfin, à certains. Voilà, pour cette notion d'estime de soi, voilà, de reconnaître sa valeur, de faire un point sur les différents aspects de sa vie et voir voilà, dans lesquels points on se sent bien, les points qu'on aimerait améliorer, etc. Donc, c'est un bon outil, c'est, comment dire, puis le fait de le mettre sur papier aussi, Mm. je pense que ça les a vraiment aidés d'avoir quelque chose d'écrit. Ça leur a permis d'avoir une réflexion aussi sur eux-mêmes. Donc, euh, donc ouais, ça m'a pas mal aidé. Bon, dans ma pratique aussi, hein, forcément. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette formation pour mes clients et Mm. pas mal, pas mal aidé. Et c'est bien que voilà, que tu soulignes les choses. C'est vrai que moi, je l'ai faite pour un athlète qui a envie d'en savoir plus sur quoi est basée l'estime de soi, en quoi l'apparence physique est importante, etc. Mais c'est bien qu'aussi tu soulignes le fait que en tant que coach, on est aussi face à ces problématiques-là. Et puis, aujourd'hui, les formations ne permettent pas de répondre à ces problématiques. Parce que si tu es venu chercher ça, c'est bien que dans tes formations, tu n'as pas eu de choses comme ça. C'est bien, c'est pour ça Exactement. que j'enseigne en BPJEPS aussi. C'est parce que voilà, on a besoin de ces éléments-là pour accompagner, pour toujours prendre en compte les besoins psychologiques des autres. Et donc, c'est bravo que tu te sois formé. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi aussi d'avoir pris le temps, Merci d'avoir beaucoup. accepté de venir, enfin de venir, tu es chez toi, mais de venir prendre le temps de faire tout ça. J'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Et C'était puis, génial, j'ai adoré. ah, trop bien. Et puis je vais monter ça. Franchement, j'ai envie demain, après-demain, j'ai envie que ce soit en ligne. J'aimerais bien. Ah, cool, trop bien, Ah oui. trop En cool. fait, j'aime bien quand tu fais un truc et tout de suite après, il y a la récompense. Ouais, C'est pas toujours possible, mais j'aimerais bien. mais quand ça arrive, c'est bien. Oui. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Passe une bonne soirée. Et puis, Ouais, je te tiens au merci à toi courant quand ça aussi. sort, tout ça, tout Yes. ça. Bon. Ça marche. Merci encore, Aline, hein. À Bisous, bonne bientôt. soirée. Salut, Salut. ciao.